Être propriétaire, c'est bien, mais il arrive parfois de devoir vendre. Que ce soit pour acheter plus grand, plus petit, dans une autre ville, par nécessité financière ou encore pour des raisons professionnelles, les propriétaires sont amenés à vendre un bien un jour ou l'autre. Vendre sa maison ou son appartement est très différent d'une acquisition. Si vous choisissez de passer par un professionnel de l'immobilier, il sera là pour vous soulager de toutes les démarches. Mais qu'en est-il si vous préférez faire votre vente sans passer par une agence immobilière? Voyons ensemble les démarches pour vendre votre maison de particulier à particulier, de la petite annonce jusqu'à la signature chez le notaire. Bonjour, c'est Sébastien d'Immobilier Simplement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le point ensemble sur les démarches afin de vendre votre maison ou votre appartement par vous-même sans l'aide d'un agent immobilier. Avant même la mise en ligne de votre annonce de vente, il va falloir vous assurer d'avoir tous les documents qui sont nécessaires à la signature d'un compromis. La liste des pièces nécessaires peut varier sensiblement en fonction du type de bien, que vous soyez sur un terrain, une maison ou un appartement. Il y a certains documents qui sont communs aux biens en copropriété et hors copropriété, comme le titre de propriété, la dernière taxe foncière, le dossier de diagnostic technique ou diagnostic immobilier obligatoire concernant le plomb, l'amiante, l'électricité, etc. Et il y a également des documents qui vont être spécifiques aux biens en copropriété, et notamment les 3 derniers procès-verbaux des assemblées générales, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, le bilan des charges de copropriété, le dernier rappel de charges de copropriété, le diagnostic technique global si c'est nécessaire, le carnet d'entretien de la copropriété. Les diagnostics immobiliers sont des documents indispensables pour la vente. Même si la durée de validité de certains d'entre eux est limitée à 6 mois, ils sont généralement renouvelables au moins une fois gratuitement, donc en gros ils sont valables à peu près un an. Il est très important de les faire dès le départ. Ça va permettre de rassurer vos futurs acquéreurs. Maintenant que vous savez quels sont les documents nécessaires, vous allez pouvoir passer à la rédaction de votre annonce. Pour ça, faites simple et précis. Donnez des informations utiles, les caractéristiques de votre logement, le nombre de pièces, la surface habitable, est-ce que la cuisine est équipée par exemple. Donnez également des informations financières comme le montant de la taxe foncière, le montant des charges de copropriété s'il y en a. Donnez des précisions sur l'environnement, c'est-à-dire la proximité des transports en commun, quels sont les commerces autour de chez vous. Précisez également s'il y a un attrait touristique, s'il y a des monuments touristiques près de chez vous. Ça peut intéresser des investisseurs qui cherchent à faire de la location courte durée. Donc ce sont des éléments importants à mettre en avant. L'annonce est un peu comme le CV de votre logement. Les photos un peu comme la lettre de motivation. Donc les photos doivent donner envie à l'acquéreur de lire votre annonce et votre annonce doit lui donner envie de venir visiter. Votre annonce doit contenir l'essentiel de manière structurée et avec des éléments importants mis en avant. Vous pouvez toujours tenter l'annonce originale qui se démarque des autres, mais gardez bien à l'esprit que les personnes qui cherchent un bien immobilier ont besoin d'informations factuelles avant tout. Il faudra bien entendu aussi déterminer le prix de vente. Je vous donne un exemple d'annonce qui peut vous paraître peut-être un peu basique, mais dans laquelle vous allez avoir tous les éléments nécessaires pour qu'un acquéreur potentiel puisse se décider si le bien peut correspondre à ces critères. Les photos sont les éléments qui donneront envie à l'acquéreur potentiel de lire votre annonce et de visiter par la suite. Il est donc très important d'apporter une attention toute particulière à la qualité des photos qui vont mettre votre bien en valeur. Donc pour déjà réaliser des photos qui vont pouvoir donner envie, il y a certaines règles de base à respecter. La première, c'est de bien ranger avant de prendre des photos. On voit encore beaucoup de photos de logements surchargés dans les annonces. Il va falloir prendre des photos au moment de la journée où l'éclairage naturel est le meilleur. Il va falloir aussi exclure les photos en plan large qui déforment les pièces. Retoucher les photos pour les rendre plus attractives, plus lumineuses. Ça va être important vraiment d'appuyer sur la qualité de la photo. Une photo trop terne ne va pas donner envie. Je vous donne un exemple de photo retouchée de manière très simple et basique, mais qui peut faire la différence quand l'acquéreur va regarder les annonces et qui va voir une photo qui va vraiment lui donner envie de regarder l'annonce. Et comme vous pouvez voir, la photo de gauche est quand même plus terne que celle de droite, qui est beaucoup plus lumineuse.
et qui va avoir un effet beaucoup plus positif sur l'acquéreur. Autre point important, déterminer un prix de vente. Et le prix de vente va être sûrement le point le plus délicat. Dans un premier temps, il va déjà falloir vous faire une idée du prix du marché. Le plus simple est de faire une recherche sur les sites d'annonces immobilières comme Le Bon Coin, Se Loger. Vous faites des recherches en mettant des critères similaires à votre logement, que ce soit en matière de superficie, de localisation, de nombre de pièces, etc. Vous allez trouver un certain nombre d'annonces avec des biens similaires aux vôtres. Attention toutefois, le prix affiché sur l'annonce n'est pas toujours le prix de vente définitif. Vous pouvez connaître le prix d'un logement vendu en consultant la base de données du site Etalab. Je vous mets le lien en descriptif en dessous de la vidéo. Pensez toutefois à prendre en compte également l'état général du bien. Il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'un bien avec des travaux se vendra forcément moins cher qu'un bien dans lequel il n'y a absolument rien à faire. La pire erreur à éviter est de vouloir vendre trop cher. Un bien qui nécessite des travaux se vendra forcément moins cher qu'un bien qui a été refait à neuf. Si un bien similaire au vôtre est en vente dans votre secteur, il peut être intéressant de le visiter pour vous faire une idée, tout simplement, de l'état général par rapport au prix affiché. Enfin, vous pouvez faire des estimations par 2 ou 3 professionnels de l'immobilier, l'idée étant de vérifier si le prix que vous souhaitez vendre est dans la fourchette des prix estimés par les agents immobiliers. Si lors de visite, vous avez plusieurs offres à un prix inférieur de plus de 10% au prix de vente, c'est que le bien est en vente à un prix trop élevé. La bonne nouvelle, c'est que votre habitation plaît, mais ne bradez pas votre bien pour autant, soyez quand même assez raisonnable, ne lâchez pas sur un prix excessivement bas si vous avez peur de ne pas vendre, mais faites bien attention également à toutes les remarques qu'on peut vous faire. Si vraiment vous avez beaucoup d'offres qui sont excessivement basses par rapport au prix de vente que vous avez fixé, c'est qu'il y a sûrement un problème de prix. Si votre prix de vente est correct, votre bien se vendra très vite et avec très peu de négociations, voire pas de négociations du tout. Tout à l'heure, je vous ai montré un exemple d'annonce et à la fin, il était précisé les jours de visite. C'était les jours de week-end, tout simplement parce que la plupart des gens vont être disponibles le week-end. Imposer des jours de visite, ça va vous donner plusieurs avantages. Le premier, c'est de choisir le créneau horaire qui va être le plus favorable à la mise en valeur de votre bien, notamment avec l'orientation du soleil. Le deuxième, ça va être de grouper les visites sur un temps réduit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire toutes vos visites en une journée, voire même une demi-journée, ce qui va vous éviter de perdre du temps chaque soir de la semaine, ou plusieurs soirs de la semaine dispersés, à faire des visites ici et là. Ça va également vous permettre d'organiser donc une visite groupée, ce qui va mettre la pression sur les acheteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. C'est que quand vous avez plusieurs visiteurs qui viennent, qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui viennent avant eux ou après eux, voire même en même temps, ça met vraiment la pression sur les épaules des acquéreurs. Ça leur permet de se décider plus rapidement et surtout de moins négocier si le bien leur plaît. Le déroulement des visites peut se faire de mille et une façons. Je vais vous donner ma manière de faire. Bien entendu, il ne s'agit que d'une manière de faire parmi tant d'autres. Elle peut ne pas convenir à tout le monde. Toutefois, moi, c'est une manière que j'utilise et qui, très sincèrement, a toujours donné satisfaction. Généralement, donc, ce que je fais, c'est que je laisse les gens faire la visite. Je me tiens à l'écart, sauf si les futurs acquéreurs me posent des questions. Sinon, je reste toujours un petit peu à l'écart sans rien dire, mais sans être absent non plus. Je reste toujours attentif et disponible pour répondre aux questions. Je laisse les visiteurs me parler et me donner leurs impressions. C'est la conversation qui va se mettre en place naturellement qui va vous permettre de savoir s'ils sont intéressés ou non. Surtout, ça me donne des arguments de négociation, parce qu'il est très important de savoir que tout ce qui leur plaît va être un point positif à mettre en avant et à leur rappeler au moment où ils vont vouloir discuter le prix. Les gens aiment discuter d'une manière générale, ils vont vous dire plein de choses, ils vont vous donner plein d'informations très importantes. Quand la discussion est lancée, j'en profite pour leur demander s'ils ont vu leur banquier, pour savoir si le financement est prêt par exemple. C'est important d'avoir ce genre d'informations. Même si les acquéreurs ne sont pas des amis et qu'ils ne deviendront probablement jamais des amis, je trouve qu'il est quand même important d'être sympathique et chaleureux.
ça permet de mettre les gens à l'aise et de créer une ambiance détendue. Et c'est cette ambiance qui peut souvent déclencher une offre d'achat. Personnellement, je dis toujours aux personnes intéressées de prendre le temps s'ils veulent faire une offre, tout en précisant que je ferai mon choix rapidement une fois que les offres auront été reçues. Je reçois généralement les offres le soir même. Concernant l'offre d'achat, faut-il que vos potentiels acquéreurs fassent une offre d'achat écrite? La réponse est bien évidemment oui. Que ce soit sur papier, par mail ou par SMS, l'offre écrite est beaucoup plus engageante qu'une offre orale. Le simple fait d'écrire engage moralement la personne à se porter acquéreur de votre bien. C'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un de changer d'avis après avoir fait une offre écrite. Ça marque vraiment la fin de la négociation. Quand vous avez la chance d'avoir plusieurs offres, ça vous permet aussi de ne pas vous mélanger les pinceaux entre les personnes. C'est beaucoup plus simple de vous y retrouver si vous savez qui a écrit avec le nom de la personne sur l'offre et le prix qui a été proposé par chacun. D'un autre côté, comme on dit souvent, les écrits restent et les paroles, vous connaissez la suite. Les acquéreurs ne pourront donc pas revenir en arrière au dernier moment, changer d'avis sur le prix et dire que ce n'était pas ce qu'il avait été convenu. Paradoxalement, il peut arriver de ne pas choisir l'offre au prix le plus élevé, mais celle qui vous semble présenter les meilleures garanties. Vous pouvez par exemple privilégier un acquéreur qui achète comptant à la place de celui qui a besoin d'un prêt immobilier à 100% du prix d'achat. A noter qu'environ 2 ventes de particuliers sur 3 n'aboutissent pas et généralement à cause de la non-obtention du crédit immobilier. Une fois que vous avez trouvé votre acquéreur, que vous vous êtes mis d'accord sur le prix, que l'offre d'achat est acceptée, vous allez pouvoir passer à l'une des dernières démarches pour vendre votre maison ou votre appartement de particulier à particulier. Il s'agit de la signature du compromis de vente. Avant de signer le compromis, il va falloir le rédiger. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un notaire. Le notaire, ça va être la personne la plus importante pour vous. Il va être là pour vous représenter, défendre vos intérêts et vous conseiller. Pour préparer le compromis, le notaire va avoir besoin de certaines informations. Les premières, tout simplement, vont être de connaître vos disponibilités pour la signature. Il va avoir besoin de la dernière taxe foncière, du diagnostic immobilier, la liste des biens meubles que vous laissez si jamais vous en laissez, et connaître le prix élément par élément. Il va également avoir besoin de connaître les coordonnées du syndic de copropriété s'il y en a un, d'avoir le dernier appel de charge, le règlement de copropriété, les éventuelles modifications qu'il y a pu y avoir, éventuellement vos accès directement à votre espace sur le site du syndic. Il va avoir besoin des 3 derniers procès-verbaux. Il va également vous demander un RIB signé qui servira à vous verser le solde vous revenant. Et pour chaque vendeur, il va avoir besoin du nom, prénom, numéro de téléphone, email, également pour chaque acquéreur. Le notaire qui vous suit à l'étude, si jamais vous en avez déjà un, il peut également demander le notaire des acquéreurs s'ils ont leur propre notaire, et le descriptif du bien vendu. Est-ce qu'il s'agit d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, l'adresse, le prix. Dans la pratique, la plupart des notaires prendront contact avec le syndic de copropriété, s'il y en a un bien entendu, afin d'obtenir les documents manquants. Votre notaire peut également vous demander de vous en occuper personnellement, mais sachez que le syndic pourra vous facturer les documents que vous n'auriez pas. Vous serez aussi amené à compléter un document d'information qui va décrire l'ensemble du logement. Ça, c'est un document que le notaire va vous envoyer et qui vous demandera. Le jour de la signature du compromis, le notaire fera également une lecture rapide des paragraphes pour vous expliquer le contenu, vos droits et vos devoirs envers l'acquéreur. L'étape suivante, c'est la signature de l'acte authentique. Après que votre acquéreur ait obtenu son financement, s'il passe par un financement, il va falloir compter environ 3 mois entre la date de signature du compromis et la date de signature de l'acte authentique, quand l'acquéreur passe par un crédit immobilier. C'est une durée qui peut être réduite à environ 45 jours, à 2 mois à peu près, quand l'acquéreur paye au comptant. Le notaire s'occupe de gérer la redistribution de la somme perçue. Il se peut que vous ayez encore un crédit en cours sur le bien que vous vendez, et dans ce cas, vous pouvez aussi devoir régler certains frais en suspens pour des documents que vous auriez demandés auprès du syndic par exemple. Si vous avez encore un crédit immobilier en cours sur le bien que vous vendez, il y a 2 cas de figure. Soit le crédit immobilier a été souscrit avec une garantie hypothécaire, une hypothèque, un privilège de prêteur de deniers,
Soit il a été souscrit avec une caution par un organisme de cautionnement du type Crédit Logement ou toute autre caution bancaire. Dans le cas d'une garantie hypothécaire, le notaire se charge de rembourser le capital restant dû auprès de la banque avec les éventuelles pénalités de remboursement anticipé s'il y en a. Pour ça, il va avoir besoin d'un décompte de remboursement anticipé qui va être fourni par la banque. Vous recevrez sur votre compte bancaire la différence entre le prix de vente et les frais que le notaire aura réglés pour vous. Pour ce qui est du crédit avec caution, il est possible que le notaire vous laisse rembourser la banque par vous-même. Dans ce cas, vous recevez sur votre compte le prix de vente, moins les éventuels frais en suspens pour les différents documents qui pourraient être encore à payer auprès du syndic notamment, et à charge à vous de solder le crédit immobilier auprès de votre banque. Comme vous pouvez le voir, vendre votre logement de particulier à particulier est relativement simple. Il faut toutefois bien faire attention à certains éléments comme les documents nécessaires, l'annonce, donner envie à votre acquéreur de venir visiter votre logement. Pour ça, il vous faut également des photos de qualité et un descriptif qui va donner les éléments nécessaires à l'acquéreur pour se positionner sur le fait que votre bien corresponde à ces critères. Il va falloir mettre en avant les qualités de votre logement. Le prix de vente est également un point extrêmement important. Un prix de vente trop élevé va vous pénaliser en limitant le nombre de personnes intéressées. Pensez également à prendre un bon notaire. Un notaire qui sera votre partenaire et qui sera là pour vous accompagner, vous conseiller et vous guider dans votre démarche de vente et également d'acquisition par la suite si vous voulez racheter un bien. Si vous n'avez trouvé aucun acquéreur au bout de 3 mois, il sera encore temps pour vous de vous tourner vers un professionnel de l'immobilier qui pourra vous aider à vendre dans de bonnes conditions. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses et si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un pouce en l'air, pensez à vous abonner également, activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.